Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour l'ouverture, en plus de ce premier jour du Salon e-marketing. Donc, j'espère que vous allez faire plein de bonnes rencontres. Aujourd'hui, nous allons parler de marketing automation, donc au sein du marketing digital, mais on va parler plus précisément de fidélité digitale. Parce que le marketing automation, surtout sur ce salon, on s'est rendu compte que c'est un petit peu le buzzword depuis quelques années. Tout le monde veut en faire, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui en fait réellement. Donc on va regarder aussi quelles sont les étapes. Je vais vraiment m'adresser à tout public, c'est-à-dire je vais parler peut-être pour certains de certains basiques, pour ceux qui font déjà du marketing automation, mais c'est vraiment pour partir du début pour aller jusqu'à un programme de fidélité digitale. Alors déjà, juste pour vous expliquer un petit peu qui je suis, pour savoir un petit peu qui vous avez en face de vous, je représente du coup la société Liana Technologies. Donc, je suis le directeur des ventes du bureau français. Liana Technologies, en fait, c'est un groupement finlandais international. On compte un peu plus de 250 collaborateurs. Et on est éditeur de solutions logicielles en SaaS pour la partie communication et la partie marketing. Voilà, donc à 360 degrés. Liana Love Marketers, vous pourrez d'ailleurs le voir sur notre stand un petit peu partout. C'est notre slogan. On essaye justement d'expliquer qu'on est là pour vous, professionnels du marketing et de la communication, pour vous aider. C'est vraiment notre leitmotiv parce qu'en plus de vendre des solutions logicielles, le but derrière, c'est de vous apporter un service. Et ça, c'est vraiment dans la mentalité nordique, nord-européenne, finlandaise, qui est qu'on ne peut pas vendre une solution si derrière, on ne peut pas aider nos clients. Donc, pour vous résumer, en gros, comme je vous ai dit, on édite toute une gamme de solutions logicielles complètement différentes. Donc le but, c'est d'avoir un identifiant unique pour tous les outils. Ils sont sur le cloud en mode SaaS et surtout conformes au RGPD. J'imagine qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce que veut dire le RGPD. En tout cas, j'espère. Des intégrations fluides et cross-canal. On peut s'intégrer avec n'importe quel système externe, comme par exemple des CRM. Alors sur le marketing automation, vous allez voir que c'est un gros sujet. Et enfin, très important, je vous l'ai dit, la partie assistance. Voilà, là, vous avez sous les yeux un petit peu toutes les solutions logicielles que Liana Technologies édite. Comme je vous l'ai dit, il faut les comprendre en deux gammes. La gamme communication avec Liana Press, Liana Monitor, qui vont servir à pousser, par exemple, des communiqués de presse et faire de la veille médiatique en ligne. Et la partie marketing, puisqu'avec Liana CMS, Liana Commerce, nous réalisons des sites internet sur mesure. Liana Mailer, solution d'emailing pour des newsletters, on va dire ponctuelles, classiques. Liana SEM pour la partie automation marketing. Mais bien évidemment, on pourra en discuter un peu plus longuement si vous voulez sur notre stand. On est E16F19. Voilà. Ça, c'est si jamais vous voulez prendre des photos de moi et les tweeter sur notre Twitter. Et maintenant, on va commencer dans le vif du sujet. Alors déjà, peut-être à main levée, quand je parle de marketing automation, qui ne connaît pas le marketing automation? D'accord, bon, c'est bien, il y a déjà de moins en moins de mains levées au fur et à mesure des années. Maintenant, parmi ceux qui connaissent, qui fait du marketing automation au sein de sa structure? Là aussi, c'est encourageant, il y a de plus en plus de mains levées au fur et à mesure des années. Mais on est toujours à moins de la population de la salle, moins de la moitié. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, pour donner une définition du marketing automation, si on devait donner une définition, tout le monde donne à peu près la même, c'est le fait de pouvoir envoyer le bon message. Donc, on va voir via quel canal. Ça peut être de l'email, ça peut être du SMS. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui proposent même bien plus que ça. Au bon moment, question de timing, et à la bonne personne. Alors, pourquoi on parle de marketing automation? Pourquoi est-ce que c'est justement un petit peu le buzzword du moment? Vous allez le voir, parce que ça permet aussi, en termes de statistiques, d'accroître ces statistiques. C'est-à-dire que généralement, sur une newsletter classique, on envoie peut-être une fois par mois, un bon taux d'ouverture, c'est en moyenne 20%, vous allez me dire, un bon taux de clic environ 1%. Les moyennes sur le marketing automation, elles sont tout autres. Je vous donnerai d'ailleurs pendant cet atelier quelques petits exemples, quelques clients chez nous. Vous allez voir qu'on se rapproche plus du 70% de taux d'ouverture et 40-50% de taux de clic. Alors, toujours dans qu'est-ce que c'est? On a réalisé en fait une petite étude qu'on fait au fur et à mesure des années sur notre panel de clients un peu partout dans le monde. Parce que je vous l'ai dit, on a une implémentation internationale. Et les éléments qui reviennent le plus sont que le marketing automation, ça permet d'avoir une communication plus pertinente.
Alors on va le voir pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où le client B2B, B2C, peu importe, il est de plus volatile et il est de plus en plus multifidèle, on va voir pourquoi, la communication pertinente est de plus en plus importante. D'améliorer l'engagement client, en deuxième position, et si on devait faire un top 3, de communiquer à un meilleur moment. Donc on retrouve exactement en fait ce que je vous disais tout à l'heure, le bon message au bon moment à la bonne personne. Petit lexique, puisque c'est vrai que pendant cette conférence, je vais peut-être parler de mots pour certains communs, pour d'autres qui vont paraître un peu techniques. Mais en gros, voilà, on va parler bien évidemment de la différence entre les soft bonds, les hard bonds, le spam, les CRM, PMS, ça c'est le CRM dédié au secteur hôtelier, Editor WYSIWYG, what you see is what you get, pour justement la conception des templates, de landing page, etc., etc. Donc si jamais, n'hésitez pas, le but c'est pas que ce soit une conférence trop où je parle moi tout seul. Si jamais il y a des choses qui vous interpellent, levez la main et puis je vous donnerai un micro et puis vous pourrez vous exprimer librement. Alors à qui s'adresse le marketing automation? J'ai essayé, via une phrase, de globaliser un petit peu tout ça, mais tout en respectant certains codes. Ça s'adresse déjà à toute société qui possède une base de données qualifiée. Ça, vous allez voir, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une base de données qualifiée, marketing automation, ça va être compliqué pour vous aujourd'hui. Alors vous allez me dire, oui, on peut s'en servir pour la génération de leads. Par exemple, on peut très bien partir de zéro et générer de nouveaux leads. Oui, mais dans ce cas-là, effectivement, il faut savoir récolter les bonnes données. Qui souhaite augmenter le volume de ses ventes ou le panier moyen? Voilà, donc avec un objectif tout de même commercial d'ailleurs, puisque marketing automation, ça va s'adresser du coup à la responsabilité marketing, mais au service de la division commerciale. On n'est plus là pour seulement relayer un message, mais on est là pour évaluer le ROI de ce message. Et enfin, du coup, en B2C ou B2B. Alors c'est vrai que c'est le B2B qui a lancé historiquement le marketing automation dans le but de générer plus de contacts qualifiés et de les faire travailler. Puis après, le B2C s'est lancé. Marketing automation, finalement, on en est confronté un petit peu tous les jours. Je vous donne un exemple tout bête. Vous allez à la FNAC, vous achetez une BD, et puis vous êtes identifié peut-être avec votre adresse email, parce que vous avez la carte FNAC, etc. Finalement, quelques jours plus tard, vous recevez un email automatique qui vous dit peut-être que vous aimeriez aussi tel autre style de BD, dans le but d'un cross-sell ou un upsell. Donc, est-ce que vous êtes prêt ou pas pour le marketing automation? En gros, j'ai listé 6 points pour savoir si vous avez besoin de marketing automation ou pas. Premièrement, si vous estimez que vous avez une perte de temps en paramétrant manuellement des campagnes. Deuxièmement, si vous estimez que l'envoi d'email est trop impersonnel et que vous remarquez qu'il y a un manque d'engagement. Alors l'engagement, qu'est-ce que c'est? Bien évidemment, ça peut être les taux d'ouverture, les taux de clics, ça ce sont des statistiques assez globales. Mais aujourd'hui, avec les outils d'analyse aussi puissants qu'on puisse avoir, ça nous permet aujourd'hui de traquer les personnes qui, suite à cet email, est-ce qu'elles ont acheté ou pas? Est-ce qu'elles sont rentrées dans le cycle de vente? Le contenu est déconnecté du site internet. Alors trop souvent, aujourd'hui, en fait, on se rend compte quand on reçoit des newsletters, peut-être qu'on reçoit des newsletters de sociétés ou autres, ou de marques qui nous intéressent globalement, mais finalement, dans les newsletters, il n'y a peut-être qu'un bloc, un seul contenu qui nous intéresse, et on ne regarde pas tout. Ce qui fait qu'on a cette impression globale que la newsletter ne sert plus à grand-chose, ce qui est complètement faux. Le marketing automation vient justement à ce niveau-là, dans le but, encore une fois, d'envoyer ce bon message au bon moment. Voilà. En fonction, par exemple, d'une action, d'un comportement. Si vous estimez qu'il n'y a pas d'anticipation, là, par exemple, je vais parler de rétro-planning. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le marketing automation, il va falloir préparer ses contenus bien à l'avance, puisque du coup, après, tout va être automatisé. Donc les messages vont être envoyés automatiquement. Si vous estimez que vous avez une segmentation floue approximative, alors à chaque fois, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Alors moi, j'ai un cas très particulier, c'est que chez nous, on ne peut pas segmenter. » Et c'est 90% des entreprises qui me disent ça. Donc, si vous vous dites ça, c'est que peut-être que vous n'avez pas assez de recul sur votre cible de clientèle ou de prospection. Parce que vous avez toujours un moyen de segmenter, même si c'est la plus petite segmentation possible. Voilà. Aujourd'hui, justement, grâce à ces outils-là, ça nous permet aussi de collecter de la nouvelle donnée. Parce que le marketing automation ne crée pas de données. Il va la chercher, il va l'interpréter, il va la faire travailler.
Mais du coup, le but de la faire travailler, c'est de générer de la nouvelle donnée, du taux d'ouverture, du taux de clic. Est-ce qu'on l'a emmené dans un nouveau pipeline? Est-ce qu'on l'a emmené dans un nouveau workflow, etc. Et toutes ces données-là que vous allez pouvoir réinterpréter ensuite. C'est une boucle, en fait. Et enfin, si vous estimez que vous n'avez pas de calcul de ROI, de retour sur investissement, c'est-à-dire vous envoyez des newsletters comme ça parce qu'on vous l'a demandé, mais finalement, bon, vous ne savez pas vraiment trop à quoi ça sert. Oups. Oui, je crois que c'est bon. Hop. Alors, pourquoi? Le marketing automation, il vise principalement à produire, organiser et promouvoir des contenus et des événements. Voilà. Donc déjà, vous allez pouvoir, dans votre tête, réfléchir un petit peu à tout ce qui se passe tout au long de l'année dans votre activité pour pouvoir préparer ce fameux rétro-planning. À optimiser la génération de leads liés à ces contenus. Donc là, par exemple, on va parler des formulaires via des landing pages. Landing page, pour rappel, ce sont des pages web qui sont dissociées de votre site internet, mais qui vont reprendre la charte graphique pour que le visiteur ait l'impression de se retrouver sur votre site internet. Le but des landing pages, bien évidemment, c'est d'avoir des campagnes marketing ciblées. Je ne sais pas s'il y a aujourd'hui des acteurs qui sont dans l'immobilier, peut-être à main levée. Oui, quelques-uns. Bon, une. Vous êtes la seule représentante du secteur de l'immobilier, félicitations. Le secteur de l'immobilier, c'est un secteur, si vous voulez, à surveiller. Si vous voulez faire quelques recherches sur Google, c'est ceux qui utilisent le plus de landing page. Vous tapez location bureau Paris, vous tapez recherche appartement Paris, etc. Vous allez voir, vous allez tomber sur les premiers résultats, généralement sur des landing pages. On vous demande de remplir un formulaire pour être pris en contact avec un agent immobilier, etc. Voilà. Donc ça, c'est un petit exemple. Si vous voulez vous inspirer un petit peu, regardez le secteur immobilier et surtout automobile aussi. De qualifier et scorer les leads et comptes. Donc là, on va parler de lead scoring. Je ne vais pas en dire plus pour le moment parce que je vais carrément dédier un chapitre là-dessus tout à l'heure. Donc on ne va pas perdre trop de temps là-dessus. Gérer et nourrir ses leads, pareil, c'est l'étape d'après, c'est le lead nurturing. Donc nurture en anglais, nourrir. Alimenter efficacement en lead les équipes commerciales et s'aligner avec les ventes. Et ça, c'est un point très très important que souvent on néglige parce que, encore une fois, on est dans une démarche marketing, on va créer une newsletter, on va l'envoyer, etc. On va envoyer un email et on va s'arrêter là. On va se dire, ça y est, ça suffit. Pas du tout. Ça, ce n'est que le début de l'aventure. C'est-à-dire que le marketing automation, il s'inscrit vraiment dans une démarche commerciale, surtout en B2B. Si vous faites du B2B ici dans la salle, c'est très très important de vous poser autour d'une table avec le directeur commercial pour pouvoir vous aligner avec lui sur la stratégie à suivre. Dans le marketing automation, je fais une petite parenthèse là-dessus, on va parler plus précisément de ce qui s'appelle l'email transactionnel. L'email transactionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment du marketing automation dans le sens où on va avoir un workflow assez complexe. L'email transactionnel, c'est le fait simplement une action, un déclenchement assez rébarbatif. Donc déjà, ça peut être un premier niveau d'automation. C'est-à-dire que tout ça, vous pourriez déjà l'automatiser très rapidement. Si par exemple, vous vous dites « Ok, mais j'aimerais bien faire du marketing automation, mais je n'ai pas trop d'idées déjà. » Ça, déjà, ça peut être une liste de premières idées. Par exemple, les confirmations de commandes, bien évidemment. Les bienvenus aux nouveaux clients. Les confirmations d'abonnement à différentes listes, si vous avez. Les informations sur les prochaines factures. Les paniers abandonnés, les relances de paniers abandonnés. Là, déjà, on va rentrer dans un workflow. Et enfin, les anniversaires, bien évidemment. Voilà, je vous ai mis ici à droite deux petits exemples que je reçois régulièrement. Voilà, le reçu de ma facture avec Uber. Et puis, un mail de la RATP qui m'informe que le RER-A, comme ça je fais une petite annonce, ne sera pas fonctionnel cet été. Alors, de quoi ai-je besoin pour faire du marketing automation? On va parler un petit peu précisément. Comme je vous ai dit, le nerf de la guerre du marketing automation, c'est la donnée qualifiée. Alors, cette donnée-là, jusqu'à aujourd'hui, on la retrouve dans des CRM, on la retrouve parfois dans des fichiers Excel que les commerciaux peuvent utiliser un petit peu à droite à gauche, le responsable marketing essaye de collecter, rassembler, etc. Bref, on peut perdre un peu de temps. Je vous ai listé en fait ici les différentes choses sur les intégrations. Parce que le but d'une intégration, c'est de pouvoir automatiser la collecte des données. C'est-à-dire ne plus avoir à manuellement importer son fichier Excel, par exemple, dans l'outil. Donc, quel type d'intégration il y a? Si jamais vous vous intéressez à ça, que vous demandez à des prestataires justement une intégration, il faut avoir en tête qu'il y a deux grands types d'intégration. La première, API. Qu'est-ce que c'est? Les REST API, c'est le fait que le logiciel puisse s'ouvrir à d'autres solutions externes.
Donc généralement, quand on a un CRM, la première chose, c'est de savoir si votre CRM a les API ouvertes pour pouvoir vous intégrer directement avec l'outil de marketing automation. Si ce n'est pas possible, deuxième solution, l'intégration via un serveur FTP. En gros, on va construire une tierce partie, qui va être le serveur FTP, pour que le CRM aille déposer les données, par exemple, tous les jours, et que le logiciel de marketing automation, tous les jours, il aille chercher ces données. Différentes choses sont possibles, en fait, en intégration. Après, il y a un différent niveau de live ou non, c'est-à-dire est-ce qu'on va collecter les données une fois par jour ou est-ce qu'on va les collecter en temps réel. Imaginez-vous bien, par exemple, sur un site e-commerce, en B2C, vous êtes obligé de collecter de la donnée en temps réel, puisque vous devez avoir des workflows de marketing automation, par exemple, sur de la commande, etc., etc. Aussi, à vous demander quel type de données récupérer. Là, encore une fois, je m'adresse surtout au B2B. Quand on a un CRM en interne, que les commerciaux le remplissent, généralement mal, on peut se dire, OK, moi, je veux toutes les données. Mais c'est faux. Parce qu'en fait, toutes les données d'un CRM, il y en a une petite partie qui sert à quelque chose. Dites-vous que toutes les données que vous créez dans votre CRM, ça va être par exemple quand le commercial a créé une fiche client, quand le commercial a créé une activité, des choses comme ça. Toutes ces données-là, elles ne vous intéressent pas. Donc déjà, le premier niveau, c'est de se mettre, ne serait-ce que sur papier, toutes les données qui sont intéressantes pour vous. C'est-à-dire qui vont vous apporter de la valeur ajoutée dans le contenu, mais aussi dans la phase comportementale. C'est-à-dire quel client je veux contacter et pourquoi. Et enfin, je vous ai listé les différentes possibilités de canaux, les CRM, le fichier Excel, les ERP, les PMS pour le secteur hôtelier, les sites Internet. Oui, on peut faire une intégration avec des sites Internet. On peut aller collecter, par exemple, de la donnée. Les landing pages, c'est pareil. Il faut qu'elles soient connectées au marketing automation, sinon on perd un peu d'intérêt. Et une petite donnée à ne pas négliger, les ouvertures et les clics des newsletters. Et oui, parce que ne serait-ce que de se dire, je vous donne un exemple tout bête, mais en B2C, sur un site e-commerce, de se dire, je veux toutes les personnes qui ont ouvert ma newsletter et qui sont ensuite allées placer un produit sur le panier et qui ont fait un panier abandonné. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt pour ce produit, mais ils n'ont pas converti. Tout cela, ce sont vos leads les plus chauds. Si derrière, vous les relancez de manière efficace via de l'email ou du SMS, peu importe le canal, efficacement, vous devez pouvoir les convertir. Et vous analysez ce taux de conversion. Alors, dans le marketing automation, bien évidemment, je vous ai parlé de base de données qualifiée. Qu'est-ce que ça veut dire qualifiée? Ça veut dire qu'on doit avoir une base de données qui est segmentée. Alors, qu'est-ce que la segmentation? C'est le fait de pouvoir se dire dans toute une base de données, j'ai différents profils qui vont correspondre à différents types de contacts. Et ce contact-là peut correspondre à plusieurs profils. Par exemple, je vous donne un profil, je suis français, âge moyen 30 ans, et puis ma passion, c'est la BD. Voilà. Peut-être que je vais correspondre à un segment des Français, âge moyen 30 ans, passion BD, mais je vais aussi pouvoir correspondre à un autre profil. Donc dites-vous que tous vos contacts peuvent correspondre à plusieurs profils de segmentation. Déjà, on peut les diviser en deux, les prospects et les clients. On peut définir des segmentations justement sur les paniers abandonnés. Tous ceux qui ont placé un produit dans un panier qui finalement l'ont abandonné. Les téléchargements de livres blancs pour le B2B. Les clients ayant effectué X achats ou les paniers clients supérieurs à X euros sur un an. Pour la valeur commerciale, par exemple. Les critères géographiques. Si dans votre secteur d'activité, c'est une donnée importante. Peut-être que pour certains, en B2B particulièrement, ils vont avoir besoin de segmenter par région géographique, soit internationale, soit nationale. Les critères de profil, les métiers, les fonctions. On ne va peut-être pas s'adresser pareil à un responsable RH, d'un directeur RH, d'un responsable marketing, d'un directeur marketing, d'un CEO, d'un chairman, etc. À visiter telle page du site, à ouvrir la newsletter, à cliquer sur les liens. Donc les études comportementales, donc en fonction de son comportement, soit sur la newsletter, soit sur le site internet. Le nombre d'employés, le secteur d'activité, pour évaluer par exemple une segmentation de taille d'entreprise. Et enfin la participation ou non à des webinaires. Webinaires, encore une fois, je mets la petite parenthèse aussi sur le secteur automobile, qui fait ça énormément et très très bien. L'organisation de journées portes ouvertes, par exemple, pour les tests drive, les choses comme ça. Donc ça aussi, c'est un secteur sur lequel vous pouvez vous inspirer.
Alors, l'automation, à proprement parler, c'est un workflow. Un workflow, c'est quoi? C'est justement, s'il faudrait traduire littéralement, ce serait le travail dans un flux, quoi, si vous voulez. Donc en fait, je vous ai listé ici une automation que j'ai fait évoluer. C'est la même automation, mais je l'ai fait évoluer. Tout à gauche, on va se dire, OK, par exemple, je veux démarrer tous les jours à 8 heures. Je veux aller vérifier tous ceux qui sont dans le segment des paniers abandonnés, donc tous ceux qui ont abandonné leur panier, parce que je les ai identifiés, et je veux leur envoyer un message de relance. Voilà. Ça, c'est un premier segment, tout bête. Une première automation. Deuxièmement, je veux aller un peu plus loin que ça. Tous ceux qui ont abandonné leur panier, leur envoyer un message, et ensuite tous ceux qui sont dans ce segment, j'ai créé un sous-segment qui va être de dire tous ceux qui finalement, suite à le panier abandonné, je leur ai envoyé un message, ils ont cliqué et finalement ils ont acheté. Donc ceux que j'ai récupérés, je les ai identifiés dans un segment ici. Boom, lead scoring. Je leur accorde 3 points. Et enfin, dernière étape, toujours pareil, ils ont abandonné le panier, reçoivent un message. Est-ce qu'ils n'ont pas ouvert le message au bout d'un jour? On leur envoie un mail de relance, par exemple. S'ils ont ouvert, on vérifie s'ils sont dans le segment client ayant acheté et on leur attribue 3 points. Voilà, donc là, déjà avec ce petit workflow, c'est un workflow tout basique, mais que vous tous, vous pouvez utiliser. Dans le B2B, vous pouvez remplacer panier abandonné par téléchargement de livre blanc, tout simplement. Et puis, au lieu d'avoir et dans le segment ayant acheté, ça peut être ayant un meeting booké avec un commercial qui l'a rappelé, par exemple. Voilà, un autre exemple ici d'automation. Je pensais que c'était sympa de vous montrer un petit peu concrètement comment peut fonctionner une automation, un workflow notamment. Voilà, donc je suis dans le segment, j'ai rempli la landing page, par exemple. Voilà, j'ai rempli la landing page. J'envoie un message, bienvenue Samuel, etc. Est-ce que j'ai cliqué sur le lien? Oui. On m'envoie un autre message, j'ai 2 points. Est-ce que j'ai pas cliqué? Attendre, une relance, etc. Un autre exemple d'automation ici. Hop. Encore une fois, j'ai rempli la landing page, on me dit bienvenue, j'ai cliqué sur le lien, merci. Voilà, et j'ai pas cliqué, on me relance. Ici, un autre type d'automation. On va parler un peu plus de fidélité pour essayer d'introduire du coup ce sujet-là. On va identifier dans un segment qu'on va créer différents niveaux de fidélité. Alors, si jamais vous n'en avez pas en tête, il y a une chose tout bête que vous pouvez faire, c'est mettre en place des segments bronze, argent, or, platinum, en fonction de la valeur qui vous importe le plus. Ça peut être le montant d'achat sur un an, ça peut être le type de produit commandé, ça peut être la catégorie de produit, ça peut être la récurrence d'achat, peu importe. Et vous allez les classer dans différents segments. Ici, par exemple, j'ai pris un segment de ceux qui sont fidèles argent. Donc ceux qui sont dans ma catégorie argent, on va estimer, je ne sais pas, qui ont fait entre 11 et 20 commandes pendant l'année, par exemple. Je vais leur demander s'ils ont ouvert mon message, donc par exemple la dernière newsletter que j'ai pu envoyer. Je vais vérifier du coup via l'intégration avec le site internet s'ils ont visité du coup la page en question qui m'intéresse, la page du produit. Si oui, je vais attendre 2 jours, 4 heures et 2 minutes et je vais leur envoyer un message précis. Encore une fois, le but ici, c'est d'envoyer le bon message, donc d'envoyer le contenu personnalisé au bon moment. À quel moment? Parce que je fais partie du segment, parce que j'ai visité la page, etc. Donc je suis prêt. Et à la bonne personne, bien évidemment. Et ici à droite, je l'ai un petit peu amélioré. On va dire, OK, j'ai ouvert le message, j'ai visité la page, OK, j'envoie le mail. Mais si je n'ai pas finalement ouvert le message, on m'enlève 2 points. On m'enlève 2 points. Et à partir de ce moment-là, on va regarder si j'ai plus de 5 points, parce que je peux collecter des points. Le but du lead scoring, c'est de collecter des points au fur et à mesure des automations. Donc si j'ai plus de 5 points en tout, sur toutes les automations, et ben boum, je reçois finalement un message de relance. Donc après, pareil, cette étape de lead scoring, sur le nombre de points, c'est à vous de les décider. Alors, après avoir vous montré ces quelques exemples d'automation, je vais vous parler un peu du plan de déploiement.
Il faut vous poser 3 grandes questions si vous voulez vous lancer en marketing automation. Ces 3 grandes questions, vous pouvez déjà y répondre aujourd'hui avant d'aller rencontrer les prestataires qui sont présents sur ce salon. Premièrement, quelles données je possède? Est-ce que je possède de la donnée suffisamment qualifiée? Est-ce qu'elle n'est pas obsolète, cette donnée? Et est-ce qu'elle est interprétable? Quel segment je peux réaliser? Se dire, rappelez-vous le slide que je vous ai montré tout à l'heure avec les exemples tout bateaux, mais forcément qui fonctionnent le plus, clients, prospects, etc. Quelles automations simples je peux lancer à court terme? Et ça, c'est un point très très important, parce qu'il y a plus de 40% des projets de marketing et automation qui échouent si vous n'êtes pas accompagné par un professionnel là-dessus, et surtout si vous ne réalisez pas cela dans une démarche agile. Qu'est-ce que la démarche agile? C'est le fait de pouvoir commencer petit et de faire évoluer, d'être flexible tout au long de l'année. C'est-à-dire ne pas se dire, OK, j'ai décidé ça à tel moment, dans un an, on s'oblige à fixer ce point qu'on s'est décidé à un an, alors même que la structure a évolué. Donc le but, c'est de se dire, comme dans un système finalement d'entonnoir, de se dire, on commence par les plus petits, les plus basiques, celles qui vont me faire gagner le plus de temps et le plus de ROI à court terme au niveau du lancement, et au fur et à mesure, de les complexifier. Comme je vous ai montré les exemples tout à l'heure, en fait, avec les différents screenshots. Petite parenthèse, on va parler de landing page. Alors oui, c'est un sujet qui est très très important, surtout aujourd'hui, parce qu'on voit de plus en plus d'acteurs qui sont sur la personnalisation du contenu web. Et oui, encore une fois, aujourd'hui, le visiteur ne cherche plus non seulement du contenu personnalisé dans sa boîte mail, mais aussi sur ses recherches web. Surtout quand on sait que le temps passé sur un site internet suite à une recherche sur Google est de moins en moins long. Donc, les landing pages, encore une fois, ce sont des pages web dissociées de votre site internet qui reprennent la charte graphique avec un formulaire. Le but de la landing page, c'est de faire convertir le formulaire. C'est-à-dire que vous générez soit des nouveaux contacts, soit que ça puisse vous aider à mettre à jour votre base de données aussi, tout simplement. Donc elle doit être intégrée bien évidemment avec la solution d'automation marketing, sinon ça n'a plus de sens. Si vous devez à chaque fois exporter les contacts de ces landing pages et les réimporter manuellement dans la solution, ça n'a plus aucun sens. Cette solution, elle doit pouvoir vous permettre de dupliquer à souhait autant de landing pages que vous souhaitez, parce que bien évidemment, vous n'allez pas lancer une campagne marketing sur une landing page sur un an. Vous allez vouloir en faire plusieurs et les adapter. Vous permettre de faire de la gestion de contenu, adapter les textes, les visuels, etc., les formulaires, et avoir un URL unique. Et ça, l'URL unique, c'est très très important parce que c'est ce qui va vous permettre, encore une fois, pensez-y, dans votre segmentation, de dire je veux toutes les personnes qui ont cliqué, par exemple, sur ma newsletter, qui ont visité telle page. Comment on identifie la page, par exemple, avec l'URL. Alors, petite parenthèse, encore une fois, aussi là-dessus. Comment on identifie les visiteurs d'un site internet? Bien évidemment, il faut qu'à un moment donné, ils aient rempli un formulaire sur le site, qu'on puisse les identifier, c'est-à-dire lier leur adresse IP avec une adresse email. Pour cela, l'inscription à une newsletter sur le site suffit, ou un compte client, tout simplement. Évidemment, on ne va pas pouvoir identifier les visiteurs volatiles qui arrivent sur le site et qui n'ont pas au moins enregistré une fois leur adresse email sur le site. Quelques exemples ici de création de landing page. Alors, encore une fois, je vous ai pris un exemple tout bateau que j'ai tapé sur Google, immobilier, donc visuel, contenu, formulaire. Et puis, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. À droite, je nous ai mis notre landing page sur notre solution Liana Mailer, qui fonctionne très bien, cela dit. Avec le contenu, ce qu'on peut vous apporter, et puis tout à la fin, le formulaire pour demander un rendez-vous, par exemple. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet sur le développement d'un programme de fidélité. Quel est le but? Le but, c'est justement d'améliorer premièrement l'engagement client. On en a parlé tout à l'heure, c'est de pouvoir engager vos visiteurs, vos clients, vos prospects, peu importe. En gros, leur demander une réaction de leur part. Ce n'est plus simplement d'arriver et de leur donner un message et de se dire « Ok, je lui ai donné mon message, merci, au revoir, il en fait ce qu'il veut ». C'est de donner le message et d'attendre son feedback. Voilà. D'augmenter les ventes en nombre et en volume. Donc ça peut passer par le panier moyen, etc. Augmenter le nombre de clients par le parrainage. C'est ce qu'on voit énormément sur les programmes de fidélité. C'est très facile, c'est très peu coûteux et ça vous permet de générer des nouveaux contacts. Et conserver ses clients plus longtemps, c'est-à-dire limiter le taux de churn. Le taux de churn, c'est le fait de voir des clients partir.
Donc finalement, si on devait poser une petite phrase mathématique là-dessus, je la trouve assez intéressante. Celle-là, la fidélité, qu'est-ce que c'est? C'est la force de rétention, c'est-à-dire le fait, qu'est-ce que je fais pour le garder, moins la force d'arrachement. Qu'est-ce que font mes concurrents, finalement, pour me le prendre, ce client? Et ça, on peut l'appliquer en B2B, en B2C, etc. Je vous donne un exemple tout bête. Imaginons, je suis une enseigne de prêt-à-porter, j'ai un commerce sur rue, etc. Je fais des très beaux vêtements, ils sont à prix concurrentiel. Mais en face de moi, j'ai aussi d'autres acteurs dans la rue, qui sont mes concurrents. Donc, est-ce qu'eux, ils ont une force d'arrachement plus importante que ma force de rétention? Ça, justement, c'est à vous de l'analyser. Alors, petite question ouverte comme ça. Je crois qu'on a un micro qui marche ici, hein, c'est ça? Celui-là, hop. Petite question ouverte rapidement. Comment vous évaluez la fidélité de vos clients? Est-ce qu'il y en a qui veulent lever la main peut-être pour répondre? Il n'y a pas de réponse bête. Alors soit vous êtes timide en ce mardi matin, soit vous n'avez aucune idée. Ah, ici, là-bas. Le micro arrive pour que tout le monde puisse bien vous entendre. Ah, alors on ne vous entend pas. Ça ne marche pas. Alors attendez, je vais me rapprocher et puis je vais vous écouter, je vais répéter la question. Je dis peut-être par un questionnaire de satisfaction ou bien par le guide d'un entretien pour vraiment connaître le thème et poser des questions pertinentes et après faire une évaluation pour éviter des réponses biaisées. Et voilà. Et après évaluer les résultats et puis comprendre et puis perfectionner peut-être un produit ou un service. Alors moi, je suis en marketing, communication. Enfin, je suis étudiante et stagiaire en même temps dans une entreprise qui travaille en B2B. Merci pour votre réponse. Effectivement, ça peut être un des éléments de réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les questionnaires de satisfaction, ça va nous permettre, notamment, vous le savez, en marketing, de définir vos détracteurs et de vos promoteurs, ce qu'on appelle le NPS, le Net Promoter Score, hein, voilà, sur les niveaux de satisfaction. Alors, je vous en ai listé quelques-uns. Comment évaluer la fidélité? Effectivement, j'aurais pu rajouter les questionnaires de satisfaction, mais on va pouvoir établir, grâce aux outils de marketing automation, parce que c'est le but aujourd'hui, le lead scoring, c'est-à-dire attribuer un certain nombre de points en fonction d'un comportement. On pourrait très bien, au sein d'une solution de marketing automation, créer des automations sans message, sans aucun message. Simplement dire, il est dans ce segment-là, donc je lui attribue un certain nombre de points. Et ça vous permet de classifier votre base de données. L'engagement sur les réseaux sociaux aussi. On voit de plus en plus que l'engagement sur les réseaux sociaux est quelque chose de très très important. La fréquence d'achat, l'utilisation des rétributions. Par exemple, vous pourriez avoir un programme de fidélité où vous diriez, OK, vous collectez des points, et puis au bout d'un certain nombre de points, vous les utilisez, etc. Est-ce qu'ils les utilisent vraiment? Ça peut être aussi une idée. Et enfin, le taux de recommandation, le parrainage. Voilà, par exemple, ici à droite, je vous ai mis un exemple que j'ai reçu hier par email. Alors, j'ai trouvé ça pertinent de vous l'envoyer. Je ne citerai pas la marque, mais sur un nouveau programme, ils actualisent leur programme de fidélité. Donc, comme quoi les programmes de fidélité digitaux sont vraiment très utilisés à l'heure actuelle. Et mon avis personnel est qu'ils sont utilisés vraiment à bon escient uniquement par les grandes marques. Et ce n'est pas parce qu'on est parfois une petite structure qu'on n'en a pas forcément besoin. Alors, parlons plus précisément du lead scoring. Alors, à gauche, vous voyez un monstre gargantua d'automation, je vais vous l'expliquer. Mais le lead scoring, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'attribuer un score, donc soit un ajout, soit une soustraction de points en fonction d'un comportement. Il peut être de trois types, soit implicite. Par exemple, j'ai interagi avec du contenu. Inscription, les événements, ou téléphone entrant, ce contact m'a contacté. On lui attribue du coup un certain nombre de points. Explicite, en fonction de son lieu, fonction, nombre d'employés, chiffre d'affaires, etc. Par exemple, je vais attribuer ma cible, imaginons ce sont les sociétés de plus de 200 employés, je vais attribuer plus de 10 points à toutes les sociétés qui sont de plus de 200 employés. Négatif,
des inscriptions, l'inactivité, non-décideur, etc. etc. Voilà, donc c'est 3 types de lead scoring. Ça vous permet de faire une sous-segmentation automatique. Parce que, pour revenir tout à l'heure sur le chapitre de la segmentation, si on va définir un segment en fonction du comportement ou de ce qu'il est, de ce qu'est mon contact, mais le lead scoring va permettre justement de dire, OK, finalement, en fonction de son comportement, son travail dans le workflow, eh bien, je vais lui attribuer ou lui enlever un certain nombre de points. Et surtout, déterminer la chaleur d'un lead. C'est à ça que sert le lead scoring. C'est-à-dire, on attribue des points, OK, très bien, ce n'est pas pour mettre une note à la fin de l'année, c'est surtout pour dire, je veux contacter ceux qui ont la note maximale. Parce que le but, c'est de ne plus envoyer le message à ces 1000 contacts, c'est peut-être d'envoyer un message très précis, peut-être qu'à 5 ou 6 contacts. Mais derrière, ce sont mes leads les plus chauds, et c'est le message qui va les faire convertir. On a tous horreur qu'un jour, il y a un commercial qui vienne vous voir et qui vous dise « Bonjour, est-ce que vous voulez acheter ma solution ?» Vous allez dire « Ben non, monsieur, je ne vous connais pas, bien que votre conférence soit superbe, etc. Je veux en savoir plus d'abord, que vous m'approchiez avec un différent contenu. Donc d'abord, je vais vous apporter ce contenu, je vais vous expliquer, etc., ce dont vous avez besoin, votre problématique. Et à la fin, je vais vous demander, est-ce que du coup, ça vous intéresse d'acheter ?» Donc ça, c'est l'exemple tout bête justement de l'agressivité commerciale, mais dites-vous bien encore une fois qu'il faut faire ce lien entre cette direction commerciale et cette direction marketing dans le marketing automation. Puisque le but, c'est d'apporter du contenu, de les réchauffer, et finalement, au moment où on les sent chauds, de leur dire, est-ce que vous voulez convertir ? La mise en place de paliers, prévoir des actions pour chaque palier. Donc ça, on va se référer au schéma à gauche. Et surtout, c'est la première étape avant le lead nurturing. Alors à gauche, qu'est-ce qu'on a ? Un exemple tout bête. Je vous ai mis ceux, par exemple, qui ont téléchargé mon livre blanc sur mon site internet. Et jusqu'à maintenant, je n'envoie même pas de message. D'abord, je les classifie. C'est-à-dire, OK, ils ont téléchargé mon livre blanc, mais sur le formulaire, je leur ai demandé, par exemple, leur fonction. Est-ce que vous êtes assistant? Est-ce que vous êtes étudiant sans emploi? Est-ce que vous êtes PDG? Est-ce que vous êtes responsable achat? Et en fonction, du coup, de leur poste, de leur fonction, je vais leur attribuer un score. Alors évidemment, je suis désolé pour les étudiants ou les personnes sans emploi qui sont ici, mais vous avez téléchargé mon livre blanc, pour le moment, vous ne m'intéressez pas trop. Donc, je vais leur attribuer un certain nombre de points, par exemple 5 points pour les assistants, parce que ça peut être une première porte d'entrée, bien que la personne ne soit pas décideur. Moins 5 points, finalement, pour les étudiants sans emploi. 20 points pour le PDG, parce que c'est un décideur, mais ce n'est pas mon interlocuteur principal. Et enfin, le responsable achat, plus 30 points, parce que c'est mon interlocuteur principal, et en plus, c'est le décideur. Donc, je vais pouvoir attribuer ces scores-là, et je vais vérifier s'ils ont ouvert mon message spécifique que j'aurais pu leur envoyer dans une autre automation. Et s'ils l'ont ouvert, eh bien, effectivement, je leur accorde en plus 10 points. Et finalement, on va regarder à la fin le score, et je vais dire, OK, tous ceux qui sont plus d'un certain nombre de points, je les ajoute au segment statut or, par exemple. Et ça, c'est un segment que vous allez pouvoir consulter au fur et à mesure, qui sont tous vos leads chauds, et qui sont classés automatiquement. Et vous voyez, dans cette automation, je n'ai pas envoyé un seul message. Donc ça peut être un exemple. Alors vous allez me dire, pourquoi fidéliser ? Pourquoi fidéliser ? Je trouve ce schéma très intéressant, puisque aujourd'hui, la clientèle, B2B ou B2C, peu importe, elle est multifidèle. Si on se rend compte, on a des cartes de fidélité un petit peu partout en B2C, et puis on travaille avec différents prestataires avec qui on peut être fidèle. Elle est mouvante. On est tout le temps en mouvement, puisque aujourd'hui, à l'heure du digital, ce n'est pas encore la soirée, à l'heure du digital, on arrive très facilement à contacter d'autres personnes de notre intérêt. Elle est mature, encore une fois, parce qu'aujourd'hui, un client, quand il arrive généralement dans un commerce, et d'où l'intérêt justement du site e-commerce, c'est de pouvoir, par exemple, s'informer sur le produit sur Internet. Alors, soit il s'informe sur le produit et puis finalement il va acheter en magasin, soit à l'inverse, il va s'informer par exemple en magasin et l'acheter sur Internet. Donc en tout cas, elle est mature. Elle est mercantile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement d'offres, sauf sur les marchés de niche peut-être évidemment, mais il y a tellement d'offres de tout que du coup, beaucoup vont chercher peut-être le prix. Ou en tout cas, vont évaluer leur ROI. C'est-à-dire, est-ce que ce produit-là, je suis prêt à le payer cher ? Est-ce que finalement, c'est de la qualité derrière ?
Et enfin, les multicanales. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le côté brick and mortar, hein, le côté, justement, je vais me renseigner en ligne, je vais me renseigner sur les réseaux sociaux, je vais me renseigner sur les blogs, les forums, etc. Alors maintenant, je vous ai listé un petit peu les différents types de programmes. J'ai trouvé ça intéressant dans le sens où ça va nous permettre d'analyser un petit peu quel programme convient le mieux à ma structure. C'est-à-dire, ici, on va avoir un premier programme type club client. Clairement, c'est ce que fait la FNAC. C'est-à-dire, c'est un programme où l'adhésion est payante. On va payer, par exemple, une carte de fidélité à l'année. Le but, c'est d'avoir le même statut pour tout le monde. Hein. C'est tout le monde le même prix, tout le monde a le même statut. Le bénéfice pour le client, c'est d'avoir la reconnaissance d'un statut. J'ai la carte Fnac Plus. Ça me permet peut-être d'avoir la livraison en un jour. Ça me permet de couper le coupe-fil d'attente, etc., etc. Et aussi d'avoir des événements particuliers sur les jours adhérents. L'avantage pour la Fnac, c'est que ça permet des revenus supplémentaires en fournissant des services exclusifs sans avoir forcément plus de coûts. Hein, puisque du coup, on va calculer dans le chiffre d'affaires du coup la génération aussi de ventes de fidélité. L'inconvénient pour le client, c'est que le côté payant peut demander certaines exigences du client qui s'attend à avoir un vrai plus. C'est-à-dire si vous proposez un coupe-fil, effectivement, il faut que ce soit vraiment un coupe-fil qui ne passe pas autant de temps que sur une autre file d'attente. Si la livraison est promise en un jour, il faut qu'elle soit réellement en un jour, etc. Donc dès qu'on a un côté payant, forcément, on a plus d'exigences. Le deuxième type de programme, deuxième sur trois, par capitalisation. C'est-à-dire dépenser plus pour gagner plus. Alors dépenser plus, ça peut aussi vouloir dire justement on investit sur sa campagne marketing avec de la promotion. Parce qu'évidemment, on va perdre de la marge. Donc le but, c'est de générer plus d'achats en volume et en valeur à court terme. Donc ça, c'est ce qui est le plus utilisé partout. Hein, c'est-à-dire, voilà, une newsletter classique, hop, moins 15% sur la sélection, etc. Le bénéfice pour le client, c'est qu'on a l'impression de faire une bonne affaire. C'est-à-dire que souvent, par exemple, on peut me relancer parce que j'ai vu ce produit, je ne l'ai pas acheté au bout de 6 mois. Allez, on me propose une petite remise parce que, pour déclencher la vente. Donc j'ai l'impression de faire une réelle bonne affaire. C'est mécanique, c'est en fonction de l'attribution de points ou pourcentage de remise en fonction du montant d'achat. Ça peut être intéressant. Plutôt que d'envoyer la même newsletter à tout le monde, de dire moins 15% sur tel produit, s'il y a peu ou pas d'intérêt pour certains clients sur ce produit, finalement, vous tapez dans le large, mais ce n'est pas très, très intéressant. Le but du marketing automation, ici, ça va être de définir, encore une fois, les segments sur l'intérêt de ce produit spécifique et de dire, OK, ce produit, est-ce qu'il a été vu? Combien de fois il a été vu, finalement? Peut-être que ce produit, je ne l'ai vu qu'une fois, je n'ai qu'un tout petit intérêt. Mais si je suis retourné 15 fois sur la page en un mois, j'ai un gros intérêt. Voilà. Donc vous pourriez définir des paliers comme ça, de pourcentage de remise par exemple. Cette adhésion, elle est gratuite. Généralement, c'est par abonnement à la newsletter. C'est pas pour rien aussi qu'on vous demande souvent sur les sites e-commerce, dès l'arrivée, hop, un pop-in qui apparaît et qu'on demande l'adresse email avec une réduction immédiate de 10%. Voilà. C'est aussi pour pouvoir vous identifier votre parcours sur le site internet. C'est sur de la récurrence d'achat tout au long de l'année. Alors l'avantage, c'est que c'est facile à mettre en place et ça génère rapidement des ventes. Hein. Voilà, on envoie le contenu, moins 15%, boum, le client a l'impression de faire une bonne affaire, il achète, il utilise le code et terminé. Le problème de ça, c'est que justement, c'est le côté terminé. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une dépendance des clients qui vont chercher de la réduc si jamais vous utilisez ce modèle-là trop régulièrement, si c'est trop récurrent. Voilà. Et beaucoup aujourd'hui de sociétés s'enferment là-dedans et aujourd'hui disent voilà, maintenant quand j'envoie du contenu un peu plus expérientiel, c'est-à-dire sur la valeur de marque de ma société, finalement ça ne marche plus trop. Mes clients s'attendent à ce que je leur envoie des réducs. Donc il faut savoir faire le bon mix. Et enfin le troisième, c'est sur le côté relationnel. Alors lui, c'est mon préféré parce que justement c'est ce qui va permettre de lier vraiment l'engagement avec votre client ou votre prospect. Puisque pour le coup, l'avantage, ça va être de gagner en image de marque pour vendre à l'avenir, donc sur du long terme, sans aller forcément chercher une réduction. Apple, par exemple, avec leurs aficionados, en font partie. Leur contenu, par exemple, en font partie. L'inconvénient, c'est justement que ça met du temps pour être efficace. C'est sur du long terme. C'est-à-dire qu'il faut envoyer suffisamment de contenu qui plus est, soit intéressant. Il ne faut pas envoyer du contenu pour envoyer du contenu. Et ça dépend aussi de la notoriété de l'entreprise. C'est-à-dire que si, à côté de ça, de toutes vos activités marketing, vous avez une mauvaise image d'entreprise, une mauvaise notoriété, ça risque d'être compliqué.
L'objectif, c'est du coup de gagner en engagement l'image de marque, et le bénéfice pour le client, c'est une attention particulière. Alors, surtout sur ce type de contenu-là, sur ce type de programme de fidélité, le but, ça va être la personnalisation. Donc, ça va être, par exemple, le prénom dans l'email, mais bien plus que ça. On peut personnaliser avec des visuels, etc., qui correspondent à mon critère de segmentation. La mécanique, c'est l'échange d'informations avec le client. Tout simplement, l'adresse email. Mais on peut aller un peu plus loin que ça. Et je vais vous montrer via une étude de cas client juste après, justement. Un très bon exemple, c'est l'extension de garantie. L'extension de garantie. J'ai acheté tel produit, boum, ce produit-là, on me demande, il y a un petit papier dedans, on me demande de remplir le formulaire, de le renvoyer par courrier ou sur Internet, par exemple, et je bénéficie d'une extension de garantie gratuite. J'ai l'impression de n'avoir rien payé, j'ai juste donné mon adresse email et finalement, je bénéficie d'une extension de garantie. Mais dites-vous que du coup, la société en face a vos coordonnées. Donc, pour résumer, finalement, à ne surtout pas oublier, alors bien évidemment, il y a beaucoup de points qui dépendent de chacun de vos secteurs d'activité, mais je vous ai listé ici les plus évidents et qui correspondent à tous les secteurs. Si vous faites des offres, il faut des offres dans le temps. Ça, évidemment, c'est la première base en commercial. Il faut des offres dans le temps, sous certaines conditions d'achat. Par exemple, j'ai tant de pourcents de remise parce que je fais telle partie de tel segment ou parce que je vais acheter tel produit, etc. Attention à ne pas faire d'agressivité commerciale trop régulière. Alors, auquel cas, c'est voulu. Mais du coup, vous n'allez attirer une cible qui ne cherche que de l'agressivité commerciale. Placer ces remises sur les produits ou services à plus forte marge, forcément. La valeur de pourcentage de remise ou offre de produits proportionnelle au statut client. Bien évidemment, pour apporter, encore une fois, le message qui va correspondre au bon segment. Et ne pas oublier l'engagement, même pour un programme club client ou capitalisation que je vous ai cité du coup, auparavant. Alors, je vous ai fait un petit résumé aussi d'une des plus vieilles méthodes commerciales que l'on pourrait très bien appliquer dans ces contenus, finalement, de marketing automation. La méthode SONCAS, qui est de dire qu'on fait tous partie d'un certain profil plus ou moins dominant. Par exemple, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Par exemple, vous allez attirer les profils sécurité, ceux qui ont de l'importance pour la sécurité au niveau de l'achat, par les extensions de garantie. Proposer une extension de garantie, ça va réconforter les contacts qui sont au profil sécurité. L'orgueil, faire partie d'un club reconnaissable par la carte, par exemple avec la FNAC, par exemple. Nouveauté, avoir droit à des exclusivités, ceux qui recherchent de la nouveauté. Par exemple, les clients d'Apple sont clairement dans ce niveau-là, de cette méthode. Donc, ils sont dans l'orgueil. Ils veulent un produit que les autres n'ont pas forcément. Le confort, c'est-à-dire avoir des services premium, comme par exemple la livraison en un jour, la livraison express, ou avoir accès à un support technique premium, peu importe. L'argent, avoir des remises intéressantes, ceux justement qui vont avoir le côté le plus mercantile. Alors clairement, ce sujet-là, ça va être de plus en plus le profil de contact que vous allez retrouver le plus en plus souvent. Et le côté sympathie, c'est-à-dire ceux qui n'achètent pas parce que c'est moins cher, parce que c'est plus cher, parce que c'est nouveau, parce que quoi ? Parce qu'ils vous aiment bien, tout simplement. Ce sont ceux qui ont le côté humain, on va dire. Voilà. Donc sur la personnalisation du contenu. Donc l'idéal finalement, l'idéal dans un programme de fidélité, ce serait de pouvoir remplir toutes ces cases, de se dire ok, je coche toutes ces cases, j'arrive à remplir toutes ces cases-là, pour ne rater aucun profil. Alors la petite étude de cas client, Tempour, du coup client, c'est-à-dire vous savez ce qu'ils font, ils sont fabricants de literie, de matelas, oreillers, etc. Et ils sont distribués via leur propre site internet, mais aussi par des revendeurs, un peu partout dans le monde. Donc le but avec eux, ça a été d'augmenter la valeur client via le marketing automation. Donc très clairement, c'est un exemple concret, justement, de extension de garantie, justement, si le client qui venait d'acheter un matelas remplissait un formulaire en échange de son adresse email. Ça a permis à Tempour de collecter de la donnée, puisque finalement, quand il vend ses produits via les revendeurs, il ne collecte pas ces données. Il ne sait pas qui est le client final. Donc, il va se dire, je vais pouvoir traquer mon client final. Et mon client final qui a acheté peut-être un matelas chez un revendeur,
je vais pouvoir l'identifier via cette extension de garantie. Et du coup, je vais pouvoir peut-être lui proposer un produit upsell ou cross-sell, un produit complémentaire. C'est-à-dire, il vient d'acheter un matelas, il a peut-être besoin de couverture, il a peut-être besoin d'oreiller, etc., etc. Le taux de renouvellement d'un matelas, selon les moyennes du marché, c'est 7 ans. Alors, ça dépend des pays, mais en France, c'est 7 ans. Donc, c'est relativement long, donc il ne faut pas le louper. C'est-à-dire qu'au bout de 6 ans, peut-être qu'on peut lui envoyer un contenu personnalisé. Il faut anticiper cela, en tout cas. Autre exemple, peut-être que vous connaissez, parce que c'est plus local, le groupe Inwood Hotel, groupe hôtelier. Groupe hôtelier, donc 9 hôtels, il y a 2 personnes dédiées au marketing. Donc aussi, pareil, le fait de se dire « ouais, mais j'ai pas le temps de me lancer dans le marketing automation », ça peut être un faux argument, en fait. Donc, l'idée ici, ça a été de mettre en place un programme de fidélité. Je vous ai mis quelques moyennes. Voilà, aujourd'hui, on est sur des moyennes de taux d'ouverture de 82% et 63% de taux de clic. Bon, c'est sur l'ensemble des campagnes de marketing automation. Forcément, ça fait rêver. Mais encore une fois, je replace ces chiffres-là dans le contexte parce qu'on envoie le bon message au bon moment à la bonne personne. Voilà. Donc ça va être des messages, je ne sais pas, J-3 avant l'arrivée, le jour J avec le code Wi-Fi qui est envoyé par SMS, et puis après J+1 enquête de satisfaction justement qui est envoyée, et tout au long de l'année, voilà, en fonction du profil. Petit aparté justement sur l'enquête internationale qu'on a réalisée du coup, qu'on fait chaque année auprès de nos clients. C'est assez intéressant de voir ces chiffres puisque ici, ce sont les résultats principalement en français. Donc, par exemple, on demande, avez-vous déjà entendu parler de marketing automation, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, c'est-à-dire majoritairement oui. Selon vous, quels sont les principaux bénéfices du marketing automation? On l'a vu tout à l'heure, le meilleur ciblage des messages marketing, meilleure expérience client, lead de meilleure qualité pour le top 3. Mais finalement, utilisez-vous actuellement des procédés de marketing automation? Majoritairement, non. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Comme je vous l'ai dit, les faux arguments de se dire « j'ai pas le temps », etc. Mais le principal argument que vous devez vous dire, c'est est-ce que j'ai une base de données qualifiée et est-ce que je peux apporter des contenus de manière régulière? C'est surtout ça que vous devez vous dire. Voilà. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous n'utilisez pas le marketing automation? Le manque de compétences savoir-faire, manque de ressources humaines et manque de stratégie de marketing automation. Donc tout l'intérêt de vraiment vérifier auprès de votre prestataire s'il y a un accompagnement. Je vous ai listé ici les 10 idées reçues à oublier. Donc, couve de messages inintéressants, qui pourrait aussi ressembler au point 9, marketing automation égale spam. Résoudra tous vos problèmes instantanément. Ça, c'est faux, évidemment. Va remplacer les humains. Ça aussi, c'est pareil, c'est faux. Aujourd'hui, alors peut-être pendant ces 3 jours, on va parler beaucoup de l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle se met en place, encore que ce n'est pas encore vraiment de l'intelligence artificielle dans certains domaines. Il n'y a aucun robot qui remplacera un humain sur la création de contenu pur, notamment stratégique. Ça coûte cher. Alors, ça peut avoir un certain budget, évidemment. Ce n'est pas le même budget qu'une solution d'emailing classique. Mais derrière, ce qu'il faut évaluer, c'est « OK, j'investis tant, mais ça va me ramener tant ». Parce qu'encore une fois, rappelez-vous les taux d'ouverture et les taux de clic. C'est un projet gigantesque. Plus il y a de fonctionnalités, mieux c'est, etc., etc. Alors, comment se lancer en 8 étapes? Premièrement, c'est de choisir un prestataire, forcément. Ici, vous avez le choix. Faites un plan de quelles données vous avez besoin. Commencez à personnaliser le contenu en fonction des données existantes. Commencez avec des messages déclencheurs, les fameux triggers, ce que je vous disais tout à l'heure, les plus basiques, sous la forme d'entonnoir. Créez des formulaires, des landing pages. Créez votre content calendar, c'est-à-dire tout au long de l'année, quel contenu je vais apporter finalement au fur et à mesure. Analysez et intégrez l'analytics comme partie importante de votre chaîne d'automation et surtout implémentez votre première chaîne d'automatisation. Et à un moment donné, il faut se lancer. Voilà. Je vais un peu plus rapidement là sur la fin parce qu'on arrive bientôt au terme. Les prérequis pour choix d'un prestataire, je vous les ai listés ici si vous voulez les prendre en photo. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez venir discuter avec nous à la fin sur le stand de 16 F19. Je pourrais même, si vous me donnez votre carte, je pourrais même vous envoyer par email un petit tableau Excel de tous les points à cocher pour le choix d'un prestataire. Voilà, c'est en gros du retour d'expérience que j'ai eu avec certains de nos confrères qui nous permettent d'apporter cela. Voilà, donc, est-ce qu'ils font du lead scoring? Est-ce que c'est facile de créer des workflows, les segments avancés? Est-ce qu'on peut se connecter avec une base de données, etc. Si vous voulez la présentation, pas de souci, vous venez, vous me donnez votre carte ou vous venez sur le stand, on échange et puis je vous l'enverrai par email avec plaisir.
Principalement, hein, voilà, donc je vous ai cité comme ça les sources. Il y a principalement de notre site internet, mais aussi quelques sources externes qui peuvent être intéressantes si vous voulez vous lancer dans le marketing automation. C'est listé là. Petite parenthèse pour Liana, on est du coup depuis un an en partenariat avec Google qui nous permet d'implémenter les services de Google Ads au sein du workflow de marketing automation. Il n'y a que Liana Technologies qui peut vous proposer aujourd'hui dans le monde. Donc ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir en discuter avec nous. Et si je pouvais finir cet atelier bien rempli, je vous en remercie, par une petite citation par Simon de Binicourt, qui fut un philosophe et poète du XVIIIe siècle. « Si la constance n'est que la durée des goûts, la fidélité n'est que celle des sentiments. » Je vous remercie en français, je vous dis Kitos en finnois et thank you en anglais, et on se retrouve sur le stand E16 F19. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci à tous, bonne journée.